Soudain, 10 millions d'oiseaux surgissent et en un souffle font vaciller l'équilibre fragile d'un désert pourtant habitué à tout encaisser. Deux chiffres se percutent, ouvrant un écart si brutal qu'il renverse les prévisions les plus prudentes et donne à une méthode jugée marginale une portée inattendue. Pourquoi cela devrait-il vous concerner lorsque Ibrahim Traoré répète que la souveraineté ne se compte plus en cargaisons promises, mais en nœuds ramassés chaque matin dans les villages du Sahel? À l'horizon, une aile fend le sable brûlant et annonce brièvement qu'un basculement réel a déjà commencé. Le projet né dans les villages du Burkina Faso n'a jamais été présenté comme une solution immédiate, mais comme un pari risqué fait face à un désert qui ne pardonne rien. La promesse centrale pourtant tient en une idée précise: offrir une autonomie nourricière mesurable, une capacité collective à produire ce que les cargaisons étrangères n'ont jamais su garantir de manière stable. Cette promesse de souveraineté alimentaire durable, claire et compacte devient la boussole autour de laquelle s'organisent familles, coopératives et autorités locales. Mais derrière sa simplicité apparente, les enjeux se déploient sur plusieurs niveaux: réduire une dépendance historique, stabiliser les revenus des villages du Sahel, reconstruire une dignité sociale longtemps dissoute dans l'attente de l'aide extérieure. Un micro-hook surgit ici. Si quelques centaines d'œufs quotidiens suffisent à modifier l'équilibre d'un marché local, que se passe-t-il lorsque cette logique s'étend simultanément à des centaines de villages connectés entre eux? La portée de ce basculement ne concerne alors plus seulement la nutrition, mais la façon dont un pays décide de se tenir debout. Le premier indice de basculement est apparu bien plus tôt que prévu. En 3 mois seulement, plus de 600 couvoirs communautaires avaient été construits sans aucune aide extérieure. Un chiffre si abrupt qu'il a surpris même les partisans les plus optimistes. Ce volume inattendu, en rompant avec l'idée selon laquelle le Burkina Faso devait importer près de 70% de sa viande, a refermé la Curiosity Loop ouverte au début du récit. À partir de ce point, la logique s'est déployée comme une chaîne de réactions successives. Chaque nouveau couvoir entraînait l'apparition d'œufs, la réorganisation de petits marchés villageois, puis le recul progressif d'une dépendance alimentaire considérée comme structurelle. Ce glissement, d'abord discret, a révélé un mouvement plus large. Lorsque la dépendance recule, les revenus locaux augmentent et lorsque ces revenus progressent, d'autres familles rejoignent le cycle, accélérant la dynamique de réplication. Ainsi, une structure simple, faite de bois et de ferraille récupérées, devenait un pivot autour duquel la vulnérabilité se recyclait en autonomie. Dans les villages du nord, de Dorikaya à Arbinda, cette mécanique s'est matérialisée dans la vie quotidienne. Les enfants relâchaient les oiseaux au lever du jour, les femmes comptaient et rangeaient les œufs, les hommes réparaient filets et clôtures pour maintenir un rythme de travail que ni la faim ni l'insécurité n'avaient réussi à stabiliser auparavant. La télévision nationale, longtemps marquée par les images de crise, montrait enfin des scènes de renaissance, des marchés animés, des échanges de pintades, des sacs de mil passant de main en main. En arrière-plan, une tension persistait néanmoins. Ce qui avait commencé comme une forme de subsistance devenait progressivement un geste politique, presque un défi adressé aux puissances étrangères qui avaient, pendant des décennies, fixé les règles de l'aide alimentaire dans le Sahel. Si ce modèle continuait à se consolider, il ne transformerait pas seulement les pratiques agricoles, mais la manière même dont un pays longtemps dépendant imagine sa souveraineté collective. Pour comprendre comment cette dynamique a pris racine, il suffit d'observer ceux qui ont posé les premiers gestes, souvent sans discours, sans directive officielle, et parfois même sans saisir l'ampleur de ce qu'ils enclenchaient. Dans les villages du Nord, les familles ayant reçu les premières pintades ne disposaient d'aucune infrastructure moderne. Elles avaient seulement l'habitude de réparer, de transmettre, de bricoler avec ce qui se trouvait à portée de main. Elles sont ainsi devenues la première ligne d'une transformation silencieuse, née non pas d'une ambition politique, mais d'une nécessité brutale: manger, tenir, rester. La première scène qui illustre ce basculement vient d'un village proche d'Arbinda, où une coopérative de femmes a improvisé un enclos commun autour d'un ancien abri de fortune. Elles y ont rassemblé les œufs, organisé la rotation des soins et instauré un système d'échange simple, une journée de travail contre quelques pintades, créant un amortisseur social que les aides extérieures n'avaient jamais réussi à offrir.
La seconde scène se déroule à Doricaya, où de jeunes hommes, anciens déplacés internes, ont transformé une zone autrefois désertée en espace de reproduction artisanale. Avec des filets usés, des cages recyclées et une volonté de reconstruire ce qui leur avait échappé, ils ont généré un petit surplus suffisant pour relancer un marché local réduit au silence depuis des années. Ces deux microcas démontrent qu'un changement profond peut émerger dès lors que les structures, même légères, répondent à un besoin vital. Le so what devient alors limpide. Quand les gestes ordinaires s'alignent, ils créent une dynamique que rien ne peut contenir. Tout commence à l'aube, quand les premières cages sont ouvertes dans les villages du Nord, la poussière monte, les pintades s'élancent, les enfants courent derrière elles. Chaque geste déclenche une chaîne d'action plus vaste que ce que les observateurs étrangers avaient imaginé. On entre dans la phase d'activation. Les premiers œufs apparaissent. Ils sont peu nombreux, mais réguliers. Les familles s'organisent, les femmes inscrivent les quantités, les hommes renforcent les filets, les enfants comptent les volets. Chaque cycle nourrit le suivant. Puis une rumeur circule, village après village. Ça fonctionne. Ce murmure devient le premier souffle d'un changement inattendu. La montée s'amorce. Les jours passent et les chiffres s'installent. Les marchés commencent à se réactiver. Les conserves importées disparaissent lentement des étals. Les sacs de graines prennent leur place. Les coopératives se forment sans plan, sans budget, sans protocole officiel. Des réseaux légers se tissent, les trocs reviennent, les surplus circulent, la télévision nationale capte l'élan. Des images de renaissance remplacent celles de la crise permanente. Le point culminant apparaît, puis un nombre se propage comme une onde silencieuse, plus de 600 couvoirs désormais actifs. Sans financement extérieur, sans programme lourd, sans conditionnalité. Pour un pays habitué aux cargaisons importées, c'est une rupture, une détonation douce, une preuve matérielle que l'autonomie peut devenir une réalité concrète. Les marchés changent d'allure, les prix se stabilisent, les échanges s'intensifient, les ateliers métalliques rallument leurs forges pour fabriquer cages et filets. À ce stade, la phrase d'Ibrahim Traoré résonne partout. Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer. Elle circule. Elle se fixe, elle donne cohérence au mouvement. Les répercussions se manifestent. Dans le Sahel, les comportements changent. Les migrations ralentissent. Les jeunes restent. Les repas deviennent plus réguliers. Les carences diminuent. Les écoles adaptent leurs pratiques. Compter en utilisant les œufs du jour. Les filets deviennent des projets collectifs. Les pintades servent d'unité d'échange. Les surplus sont partagés avant d'être vendus. La mécanique simple mais robuste ne faiblit pas. Et parce qu'elle persiste, elle convainc. Les critiques extérieures parlent encore de symboles. Mais dans les villages, on parle de justice. Le désert respire. Les dunes changent de ton. Les taches vertes apparaissent autour des couvoirs. Le cycle se répète. Ce qui devait rester local devient un modèle reproductible. Ce modèle avance seul. L'ouverture de cette partie exige un mouvement clair. Baseline, delta. Au départ, le Burkina Faso dépendait massivement des cargaisons alimentaires, mais la réplication du modèle villageois a inversé plusieurs tendances fondamentales. Ces écarts chiffrés constituent désormais la charpente la plus solide du récit. Le premier delta concerne l'accès aux protéines rurales, en hausse de 12% selon les relevés communautaires. Ce pourcentage, modeste en apparence, reflète des repas plus réguliers, une diversité accrue et une amélioration mesurable de la nutrition dans les foyers du Sahel. L'explication est simple. Plus d'œufs locaux signifie moins d'attentes vis-à-vis des importations, ce qui réduit les périodes de rupture et stabilise la consommation familiale. Le second delta porte sur les revenus agricoles, avec une progression d'environ 8% observée dans les zones disposant de couvoirs fonctionnels. Ce chiffre représente un glissement structurel. L'argent ne fuit plus vers les marchés étrangers, il circule à l'intérieur même des villages. La valeur ajoutée reste sur place, nourrissant un tissu productif fait de cages recyclées, de filets renforcés, de coopératives devenues de petites unités de résilience économique. Le troisième delta met en lumière un phénomène social majeur, la migration des jeunes, en recul pour la première fois en 10 ans. Les autorités attribuent cette inflexion à la disponibilité locale de protéines
et à la relance des microéconomies villageoises. Un jeune qui reste n'est plus seulement un chiffre, il devient un maillon d'une chaîne productive qui stabilise la cohésion communautaire. Cette tendance recompose discrètement la démographie du Sahel. À cela s'ajoute une donnée inattendue, mais documentée par les chercheurs. La fertilité des sols augmente d'environ 40% autour des couvoirs. Les fientes de pintade enrichissent la terre, retiennent l'humidité, fixent les poussières, favorisent la repousse des plantes locales. Ce cercle vertueux relie directement la reproduction avicole à une forme de régénération écologique. Ces chiffres, mis bout à bout, tracent une trajectoire nette. Ils ne reposent ni sur des subventions massives, ni sur des infrastructures lourdes. Ils émergent d'un système léger, reproductible et fondé sur la répétition patiente des mêmes gestes. Chaque œuf produit localement est un œuf non importé, et ce simple déplacement crée une marge économique dans des zones où chaque unité d'échange compte. Les sceptiques évoquent encore le hasard, mais le hasard ne se répète pas avec une telle cohérence. Ce sont désormais les données, et non les discours, qui valident la progression du modèle. Et c'est ici qu'intervient la ligne politique discrète, mais continue, d'Ibrahim Traoré, pour qui la souveraineté n'est pas une proclamation, mais une production. La cohérence entre chiffres, gestes et réalité communautaire soutient cette logique. Un pays n'a pas besoin d'énormes machines pour transformer son avenir, mais d'une méthode capable de se propager sans fragilité. Ainsi, la lecture quantitative ne se contente pas d'illustrer une réussite. Elle révèle un mécanisme reproductible, solide et mesurable, un mécanisme qui redéfinit ce que peut être l'autonomie dans un environnement aride. Le débat autour du programme s'est structuré très tôt, porté par des voix extérieures cherchant à tester la robustesse du modèle burkinabé. Deux thèses critiques se sont imposées, chacune appuyée sur des arguments cohérents, chacune méritant d'être examinée avec sérieux avant d'être confrontée aux données du terrain. La première thèse, largement relayée par des analystes européens, avance que le projet repose sur un romantisme rural difficilement transposable à l'échelle d'un pays entier. Selon cette ligne, une économie fondée sur la pintade resterait trop fragile. Absence de logistique moderne, manque de chaîne du froid, capacité limitée des structures communautaires à absorber les sécheresses récurrentes. Dans ce cadre, l'initiative burkinabé serait un symbole inspirant mais incapable d'assurer la continuité qu'exige une nation de plus de 20 millions d'habitants. La seconde thèse, plus technique, insiste sur les plafonds structurels d'un système artisanal. Sans machine, dit-elle, les rendements resteraient modestes, trop peu d'œufs, trop peu de surface disponible, trop peu de marge pour amortir les chocs climatiques. Cette approche estime que le modèle ne peut dépasser une échelle locale sans perdre sa cohérence ou échouer face aux contraintes logistiques. Ces deux positions forment un Stillman solide. Elles identifient des risques réels, des limites possibles et imposent un regard prudent sur l'expansion du programme. La réponse qui s'est construite dans les villages ne nie aucune de ces critiques. Elle les absorbe en s'appuyant sur les faits. Les partisans du système rappellent que dans un pays où les circuits d'importation peuvent s'effondrer du jour au lendemain, la lenteur devient une forme de sécurité car elle s'appuie sur des ressources locales qui ne dépendent ni du carburant ni d'infrastructures lourdes. Ils soulignent aussi que la productivité ne se mesure pas seulement en volume, mais en indépendance. Chaque œuf non importé représente une dette financière en moins et une part supplémentaire de souveraineté réelle. Enfin, il rappelle que la force du modèle ne réside pas dans sa taille initiale, mais dans sa capacité à se reproduire sans subvention, une caractéristique rare dans les régions arides. Ainsi, les critiques ne sont pas rejetées, elles sont intégrées, répondant point par point à la réalité du terrain, où les chiffres, les gestes et les sols confirment une dynamique que les théories n'avaient pas anticipée. Un point d'inflexion se dessine. Le paysage du Sahel commence à changer, non pas dans les discours, mais dans les images captées d'en haut. Des taches vertes apparaissent autour des couvoirs, dessinant des lignes irrégulières qui suivent presque exactement les trajectoires des pintades.
Ce phénomène, observé par les ingénieurs puis confirmé par les habitants, révèle une coïncidence devenue impossible à ignorer. Les sols, enrichis par les fientes, retiennent davantage l'humidité, favorisent la repousse des plantes locales et stabilisent la poussière. Pour la première fois, un programme agricole crée par effet secondaire une régénération écologique spontanée. Ce n'était plus un récit local transmis de bouche à oreille, c'était une transformation visible, mesurable et désormais documentée. Le modèle cessait d'être seulement économique, il devenait un dialogue entre pratiques humaines et intelligence du milieu. Dans cette transition subtile, la ligne politique d'Ibrahim Traoré prend un relief nouveau. La souveraineté n'est pas seulement nourricière, elle devient écologique. Un simple enclos agit comme un point d'ancrage autour duquel un désert fatigué recommence à respirer. Les conséquences du programme se déploient désormais sur 4 cercles distincts, national, local, social et régional, chacun révélant une facette différente de la transformation engagée. Ces effets, inscrits dans la durée, montrent que le modèle n'est plus une expérience marginale, mais une dynamique structurelle capable de reconfigurer l'équilibre d'un pays comme le Burkina Faso. Niveau national, NN. La réduction de la dépendance alimentaire atteint environ 9% selon les données du ministère de l'écologie. Ce recul peut sembler modeste, mais il représente un glissement structurel majeur. Un pays habitué à importer la majorité de sa volaille commence à s'alimenter lui-même, un œuf après l'autre. Les coopératives se multiplient, les importations diminuent et la balance agricole, longtemps déficitaire, amorce une trajectoire ascendante. La ligne politique d'Ibrahim Traoré, centrée sur la souveraineté, trouve ici une matérialisation concrète. La souveraineté n'est plus un discours, elle devient une statistique mesurable. Dynamique et locale, DN. Dans les ateliers et les marchés, les effets sont tangibles. Les artisans fabriquent cages, filets, outils de pesée, rouvrant un secteur longtemps étouffé par les produits importés. Les marchés villageois se réaniment, on troque, on échange, on vend des œufs frais plutôt que des conserves. Une économie parallèle apparaît, fondée sur la récupération, la débrouille, la frugalité. Et c'est précisément cette économie légère qui soutient le système. Elle ne réclame ni machines coûteuses, ni carburant, mais une circulation interne de savoir-faire pragmatique. Les coopératives rurales agissent comme de petites unités industrielles capables d'absorber les fluctuations et d'entretenir la stabilité du cycle. Effets sociaux et démographiques. ND. Dans les écoles, les enseignants utilisent les œufs du jour pour apprendre à compter. Les médecins observent une baisse des carences nutritionnelles chez les enfants. Les femmes, responsables des couvoirs, gagnent en autonomie économique et deviennent des actrices centrales dans la prise de décision communautaire. Leur voix porte davantage, leurs choix influencent les structures locales. Les jeunes, eux, migrent moins. Pour la première fois en 10 ans, les départs vers les villes reculent significativement. Le futur semble de nouveau envisageable sur place. Et cette inflexion modifie l'équilibre démographique du Sahel. Plan régional, KV. Au-delà du Burkina Faso, le modèle commence à essaimer. Niger, Mali, Tchad envoient des délégations pour en observer la mécanique. La CEDEAO qualifie le programme de laboratoire africain de résilience. Des manuels sont traduits en arabe et en haoussa. Des échanges inter-Sahel se forment, portés par la simplicité et la reproductibilité du système. Ce qui naissait comme une initiative locale devient un prototype continental. À travers ces 4 sphères, une même conclusion se dégage. Lorsqu'un pays retrouve la maîtrise de sa subsistance, il redessine non seulement son économie, mais aussi sa dignité collective. À l'heure où le programme a déjà redéfini l'équilibre de nombreuses localités, 3 trajectoires se dessinent pour les mois à venir. Elles ne visent pas à prédire l'avenir, mais à éclairer les possibles en s'appuyant sur les tendances observées dans les couvoirs du Nord, dans les marchés renaissants et dans les données transmises par les coopératives. Scénario de base, stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, la dynamique actuelle se maintient sans accélération spectaculaire, mais avec une cohérence continue. Les couvoirs restent opérationnels, les familles conservent leur rythme de production, et les réseaux communautaires solidifient leurs pratiques. Le pays atteint une autonomie alimentaire partielle, stable, autour de 65%,
assez pour réduire durablement la vulnérabilité face aux importations. Les migrations rurales ralentissent encore, les marchés locaux renforcent leur capacité à absorber les surplus et les effets écologiques, taches vertes, humidité accrue, sol enrichi, poursuivent leur progression à petite échelle. Scénario optimiste, effet d'entraînement régional. Dans ce cas, l'élan interne attire un soutien accru des régions voisines. Niger, Mali et Tchad adoptent des versions adaptées du modèle burkinabé, créant une plateforme inter-Sahel d'échange de pouvoir, de semences et de savoir-faire. Les sols du Nord se densifient en végétation, les rendements agricoles se diversifient et les coopératives deviennent des pôles de résilience régionale. Le Burkina Faso s'impose alors comme pionnier d'une écologie de souveraineté africaine, démontrant qu'un système frugal peut réhabiliter des terres arides à grande échelle. Scénario pessimiste, rupture et vulnérabilité. Ici, une sécheresse brutale, une tension politique ou une rupture logistique vient fragiliser les circuits communautaires. Certaines zones redeviennent dépendantes de l'aide internationale. Les coopératives perdent temporairement leur surplus, les marchés se contractent et les foyers isolés retrouvent leur vulnérabilité. Pourtant, même dans ce cadre, le modèle laisse une trace tenace. Une méthode reproductible, facile à réactiver dès que les conditions s'améliorent. Rien n'est perdu, tout peut redémarrer. Au croisement de ces trois scénarios, une recommandation unique se détache. Penser en termes de résilience plutôt qu'en termes de performance, car dans un environnement aride, c'est la capacité à se relever, plus que la vitesse de croissance, qui façonne la trajectoire réelle d'un pays. Ce récit, qui pourrait sembler lointain pour certains, trouve pourtant un écho direct chez trois types de spectateurs, chacun interpellé différemment par la transformation qui s'est opérée au Burkina Faso. Ces regards distincts montrent que l'histoire des pintades, des couvoirs et des villages du Sahel dépasse la simple question agricole. Elle touche à la manière dont chacun comprend la valeur d'un changement construit de bas en bas, sans bruit et sans permission. Groupe A, ceux qui lisent le monde par l'économie. Pour eux, le programme répond à une interrogation centrale. Comment un pays longtemps dépendant peut-il créer des marges d'autonomie sans capitaux massifs ni logistique industrielle ? Les chiffres, recul de la dépendance, montée des revenus, ralentissement de l'exode, deviennent des preuves qu'un système frugal peut fonctionner là où les modèles traditionnels échouent. Ce public y voit une étude de cas, un exemple d'ingénierie frugale capable de tenir dans les environnements les plus rudes. Groupe B, ceux qui s'attachent aux trajectoires sociales. Ici, le cœur du récit se trouve dans les visages. Les femmes qui gèrent les couvoirs, les enfants qui apprennent à compter en manipulant les œufs, les jeunes qui choisissent de rester plutôt que de partir. Ces scènes donnent chair à la notion de dignité retrouvée et révèlent un tissu social qui se reconstruit par la répétition de gestes simples. Pour ce public, l'histoire devient un miroir, celui d'une communauté qui se relève en s'appuyant sur ses propres forces. Groupe C, ceux qui regardent par le prisme écologique. Ils voient la repousse des plantes, les taches vertes entourant les enclos, l'humidité qui revient dans des zones où le sol craquait. Ils y lisent une preuve que les transitions durables naissent souvent de pratiques modestes, ancrées dans le réel. À travers ces trois prismes, un même fil s'impose. Un changement local peut devenir une leçon universelle lorsqu'il réconcilie les humains avec leur manière de subsister. Dans sa troisième année, le programme n'est plus une expérimentation. Il fonctionne comme une méthode reproductible que coopératives et autorités locales appliquent désormais avec rigueur. Cette structure d'action, soutenue par la ligne politique d'Ibrahim Traoré, repose sur une logique simple. Chaque district doit pouvoir lancer, suivre et mesurer son autonomie sans attendre un appui extérieur. Identification locale. Chaque commune sélectionne une dizaine de familles prêtes à accueillir le premier couvoir. Le critère essentiel n'est pas la richesse, mais la cohésion interne. Le système exige un engagement collectif immédiat. Sans cela, le cycle ne tient pas. Formation et transmission. Les vétérinaires ruraux forment les éleveurs au cycle de reproduction, à l'hygiène, à la gestion partagée. Les registres simplifiés condensent les données essentielles. Mortalité, fécondité, fréquence des soins. Tout doit rester lisible pour chaque membre du groupe. Production et suivi. Chaque foyer démarre avec 10 oiseaux et un objectif annuel d'environ 100 œufs.
Les inspecteurs communautaires ne sanctionnent pas, ils observent, ajustent, aident, transmettent. La stabilité du cycle repose sur cette proximité. Redistribution et croissance. Une partie des œufs est redistribuée aux familles voisines, donnant au système son expansion organique. Le principe de œuf prêté empêche l'endettement et accélère la diffusion du modèle. Évaluation et adaptation. Tous les 6 mois, les coopératives transmettent leurs données. Ces chiffres alimentent une base nationale permettant d'ajuster les orientations du programme en temps réel. Chaque région corrige, affine, renforce. Dans ce cadre, la souveraineté cesse d'être une abstraction. Elle devient une pratique mesurable, répétée, transmissible, capable de se maintenir même lorsque les conditions extérieures vacillent. À la tombée du jour, lorsque les pintades d'Amina Senou regagnent leurs abris de fortune, quelque chose rappelle les premières scènes observées dans les villages du Nord. Les filets réparés en tâte, les cages improvisées, autour desquelles les familles s'étaient regroupées pour relancer la vie. Ces images, modestes mais tenaces, servent aujourd'hui de fil rouge à une histoire qui dépasse les chiffres et les bilans officiels. Elles réapparaissent comme un motif discret, un rappel de ce que des gestes minuscules peuvent accomplir lorsqu'ils se répètent avec constance. Car derrière chaque enclos se tient la même conviction, formulée sans emphase par Ibrahim Traoré. Un peuple peut se relever sans permission s'il retrouve la maîtrise de sa subsistance. Cette idée s'est insinuée dans les marchés, les écoles, les ateliers métalliques. Elle a traversé les dunes comme un souffle continu. Les enfants qui relâchaient les premières pintades savent maintenant ce qu'ils ont construit. Un rythme nouveau, une complicité secrète entre le sol, les oiseaux et les gestes quotidiens. Les anciens disent qu'une plume tombée dans le sable porte toujours une trace de foi. Et au cœur de cette renaissance lente, une certitude demeure. La dignité survit, lorsque quelqu'un choisit de la cultiver. Ce récit ne cherche ni à prouver, ni à convaincre par la force. Il propose simplement une autre manière de regarder ce qui relie un geste local à un horizon commun. Dans les villages du Sahel, les pintades ne sont pas seulement une source de nourriture, elles sont devenues un langage discret, une façon de dire que la résilience peut naître de pratiques patientes, partagées et répétées, jusqu'à devenir une habitude, une habitude collective. Ce fil, porté de foyer en foyer, rappelle que les transformations profondes ne débutent presque jamais par de vastes projets, mais par des décisions minuscules qui finissent par former un mouvement. Et si ce modèle résonne au-delà du Burkina Faso, c'est parce qu'il touche quelque chose de fondamental, la volonté de reprendre sa place dans le cycle du vivant, sans bruit, sans emphase, mais avec constance. Si cette trajectoire vous inspire, vous pouvez prolonger ce mouvement en partageant le récit, en ouvrant la discussion autour de vous ou en l'utilisant comme point de départ pour imaginer vos propres formes de résilience locale.